Bonjour, bienvenue au sein du Golden Promise, le whisky bar de la maison du whisky. Je suis Salvatore Manino, qui officie en ces lieux avec beaucoup d'honneur et d'humilité. Je suis là pour vous parler aujourd'hui d'un coffret, le coffret des légendes d'Islay, que la maison du whisky édite à l'occasion du FISAI, le festival d'Islay, hein, un petit écho de notre part, avec 3 bouteilles de légende, c'est le cas de le dire. Les amateurs vont vite reconnaître les références, et puis on parlera de ces légendes et puis d'autres légendes, vous verrez, qui ont aussi leur intérêt ou leur charme. Voilà. Alors, on commence par la première bouteille de ce trio, Ardbeg. Voilà, Ardbeg, tout le monde va connaître, un Ardbeg 21 ans de 1974. Alors, c'est un embouteillage de Sestante. Alors, Sestante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme qui a été créée au milieu des années 80 par un monsieur italien très légendaire dans le milieu du whisky, Ernesto Mainardi, qui fondera plus tard d'ailleurs un autre label qui s'appelle Silver Seal. Et Sestante a donné lieu vraiment à beaucoup d'embouteillages mythiques. Et ici, on va retrouver alors une étiquette qui est chère à son auteur, à son fondateur, qu'on appelle le Crest Label, c'est en forme de blason, et ça fait référence d'ailleurs aux premiers embouteillages que Mainardi avait fait, qui concernaient des Bowmore, qui avaient aussi cette même façade. Ardbeg 74, pour revenir au whisky, c'est une année charnière, 74 pour la distillerie, puisque elle va commencer à non plus utiliser pleinement ses aires de maltage comme elle le faisait jusque-là pour son whisky. Hein. On maltait sur place, comme c'était le cas d'ailleurs dans la plupart des distilleries encore. Mais elle va mettre à contribution la malterie de Port Ellen pour une bonne partie de son orge. Et cela va continuer comme ça en croissant jusqu'à la fermeture définitive donc des aires de maltage locales. On va être sur un Ardbeg vraiment, moi je trouve délicieux. C'est embouteillé à 40 degrés, alors ça aussi c'était une habitude de Mainardi, c'est-à-dire qu'il faisait des embouteillages moitié réduit à 40 et moitié brut de fût. Ce sont la plupart des fûts venaient de chez Gordon MacPhail, une autre maison bien respectable. Et moi j'adore. Là on est sur des Ardbeg qui ont vraiment ce côté maltais. Vous allez voir, c'est pas un monstre de tourbe, mais tout y est. On est sur le côté iodé. Et puis vraiment, pour moi c'est l'orge qui est mis en avant. C'est très joli. 40 degrés. C'est juste ce qu'il faut, vous verrez, c'est pas plat du tout, et au contraire ça nous change un peu de certaines versions parfois trop enlevées. Voilà pour l'embouteillage. Alors je vous parlais de légendes du whisky, des légendes d'Islay, et bien je vais vous en parler, je vais vous parler d'une légende qui est d'ailleurs située justement aux environs de la distillerie. On sait que pas très loin de la distillerie se trouve le site de Kildalton, hein, c'est la paroisse en fait. C'était le nom des paroisses. Et il y a une très jolie légende qui est racontée sur ce lieu. Alors, on n'a pas, évidemment, comme toutes les légendes, on n'a pas de date, mais c'est une histoire d'amour, en fait, entre une jeune femme qui allait épouser un monsieur qui était destiné à un monsieur d'un certain âge, qui était dans une bonne position, mais souvent dans ces histoires-là, eh bien, il y a autre chose. En fait, elle s'était entichée d'un ouvrier de la distillerie, mais cet ouvrier, faute de moyens, ne pouvait pas prétendre à l'épouser. Et en fait, le directeur, son employeur, le directeur de la distillerie, a été très touché par cette détresse et lui a proposé de lui donner une quantité de whisky. Alors on parle de gallons à l'époque, c'était une trentaine de gallons, et qui lui permettrait donc de vendre ce whisky et d'en tirer un gain substantiel qui lui permettrait de faire des noces dignes de ce nom. Et en fait, les choses se passent ainsi. Et il a tellement bien œuvré que en fait, ces fêtes de noces durent pratiquement un mois. C'est resté marqué dans les mémoires. Ça c'est pour le joli côté des choses. Malheureusement, quelques jours après, il se promenait justement sur la baie qui est sur le contrebas de Kildalton, et lors de cette balade, eh bien, un tourbillon vient de la mer et touche le marié. Et à son contact, en fait, le marié tombe malade et meurt tragiquement. Mais il meurt dans les bras de son aimé et il lui dit: écoute, que les morts m'entendent, pardon, mais je ne te laisserai pas très longtemps seul, je reviendrai dans notre chambre très vite. Et en fait,
la nuit suivante, le fantôme du défunt mari apparaît et explique à sa mariée que voilà, le tourbillon, en fait, c'était quelque chose de magique et c'était la lady de l'île d'Émeraude. Alors l'île d'Émeraude, en fait, c'est le nom, l'un des noms de l'Irlande, qui l'a kidnappé, ni plus ni moins pour avoir le secret du whisky. C'est un petit clin d'œil que les Irlandais vont apprécier, puisque ce sont eux qui revendiquent la paternité du whisky, mais là, non, c'était le côté écossais qui était mis en avant. Et donc, le marié ayant refusé de livrer son secret, donc meurt. Mais voilà, il y a une possibilité de résurrection, si je puis dire. Il dit, écoute, comme elle n'a pas la recette, il y aura d'autres tourbillons qui arriveront sur la plaine de Dicky Dalton. Si tu en vois un, il suffit juste de jeter une dague et de prononcer Ushkebe. Alors Ushkebe, c'est le mot gaélique pour whisky. Hein. La mariée donc se conforme à ses consignes, elle se balade, ça ne manque pas, un tourbillon approche, elle jette la dague et là, le marié ressuscite à ses pieds, il est bel et bien vivant. Évidemment, la communauté était très sceptique, donc on est allé au cimetière, on a déterré le cercueil et là on a constaté que le cercueil était vide. Donc le marié était bel et bien revenu à la vie. Alors il faut savoir donc, que ces tourbillons, à un moment donné dans la légende, donc, cessent. On en a conclu que quelqu'un avait vendu la mèche. Et si on fait la corrélation avec une autre légende irlandaise qui donne la paternité du whisky à Saint Patrick, et quand on sait que Saint Patrick est un Écossais, eh bien il n'y a pas loin à chercher que la personne qui a été kidnappée sur les bords de Kill Dalton et qui a lâché le morceau était probablement un Patrick. Voilà pour le petit coup historique et légendaire. Bien, on va continuer plus avant ce voyage à travers les légendes et à travers l'île d'Ayla avec Port Ellen. Alors là, effectivement, une légende, là, il n'y aura pas besoin de récit folklorique, entre guillemets, puisque Port Ellen est effectivement une légende. Quoique, il y a un petit lien, parce que là aussi on parle de résurrection, puisque Port Ellen est une distillerie qui a fermé en 83 et qui rouvre ses portes, bon, ça a été différé à cause du Covid, mais qui rouvre ses portes, donc on va là avoir une autre renaissance. Embouteillage emblématique que ce rare malt. Alors la gamme des rares malts a été faite au milieu des années 90 jusqu'au tout début des années 2000 pour présenter un peu le portfolio des distilleries très confidentielle, et d'ailleurs pour elle était confidentielle. Hein. Il faut préciser que c'était une distillerie qui produisait essentiellement pour le blend, hein, comme pas mal de distilleries, et donc on était sur une série d'embouteillages en brut de fût. Alors attention, on est quand même sur quelque chose qui est à 60 degrés neuf après 20 ans. Alors comment on arrive à ce degré-là? Simplement parce qu'on était à une époque, sur les années 70, où on ne réduisait pas le distillat comme on le fait aujourd'hui avant l'enfûtage. Hein. On réduit à 63 degrés 5, et bien là on mettait le distillat tel quel, ce qui explique que la part des anges, après une vingtaine d'années, maintient quand même un alcool très puissant. C'est intéressant d'ailleurs pour ceux qui pensent que l'eau peut être un sacrilège dans votre verre de whisky. À 60 degrés quand même, on peut se permettre le luxe de rajouter quelques gouttes. Sur la contre-étiquette de ces embouteillages-là, on stipulait les conseils de dégustation qui étaient en fait pour une mesure de whisky, rajouter 2 mesures d'eau. Alors, certains diront c'est peut-être un peu beaucoup, et ça l'est, moi-même je le confirme, à chacun d'apprécier son whisky comme il l'entend. Mais ce 20 ans 1978, donc, qui a eu le jour en 98, est l'un des premiers embouteillages officiels. Abstraction faite, il faut savoir qu'il y a eu très peu d'embouteillages officiels de la distillerie. Le tout premier, qui est un embouteillage mythique, là aussi une véritable légende aussi, c'est une version qui a été faite en 1980 pour commémorer la visite de la reine d'Angleterre à la distillerie. Voilà. Mais après, il faudra attendre cette série-là, avec les rares malts, il y en a eu 2 d'ailleurs, 2 millésimes 78, il y en a eu aussi un 3e dans le Port Ellen Malting, mais sinon il faut uniquement se tourner vers les négociants indépendants pour mettre la main sur les Port Ellen. Voilà, depuis, après les rares malts, la distillerie, enfin le propriétaire a fait ce qu'on appelle les Port Ellen Release chaque année, des cuvées, donc toujours embouteillées au degré naturel. Voilà, ça c'est pour l'histoire de cette gamme. Port Ellen a fermé en 83, alors beaucoup se disent pourquoi avoir fermé une distillerie qui faisait un whisky de qualité. En fait, on a découvert le whisky quand c'était trop tard en tant que single malt. Hein, je vous le rappelle, ça partait pour les blends
Alors, il faut savoir que Port Allen, quand même, s'est payé le luxe dans les années 1830, sous l'égide de son propriétaire d'alors, M. Ramsay, d'être le premier single malt exporté en Amérique du Nord. Rien que ça. D'autres choses à mettre à l'actif de la distillerie, on le sait moins, ça a été, alors c'est une distillerie qui est restée fermée une bonne quarantaine d'années, hein, après la crise de 29 jusqu'aux années 60, mais qui a été aussi un creuset d'expérimentation. Là encore, dans les années, elle a ouvert en 1825, et bien on y a expérimenté le célèbre coffre à alcool qui permet aux distillateurs de mesurer le degré d'alcool lors du passage de la première distillation pour la deuxième distillation. Et c'est à Port Allen également qu'on a fait les premières expériences pour l'alambic à colonne, que ce soit par Robert Stein, leur inventeur écossais, pardon, ou par aussi Einas Coffey, qui l'a perfectionné quelques années plus tard. Et là, on parle de leur inventeur irlandais. Donc voilà. Tout cela vaut et fait de Port Allen une distillerie de légende. Et le whisky, vous allez voir, c'est un de mes embouteillages préférés. Port Allen dans le texte, un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec une jolie note d'agrumes, vraiment le citron qui va contrebalancer cette tourbe bel et bien présente. Bonne dégustation. Alors, pour conclure cette trilogie, on va aborder la dernière légende qui est Laphroaig. On a aussi un autre monstre sacré, Laphroaig. Alors, version 1987, embouteillée en 2006, 19 ans, ça a été dans le catalogue 2007 de la Maison du Whisky d'ailleurs, on avait l'exclusivité. C'est un assemblage de 6 fûts et ça a donné 1387 bouteilles. Alors là, on est sur les Laphroaig, alors c'est un brut de fût, hein, on est à 53,4 degrés, on est sur des Laphroaig qui sont vraiment tendus comme un arc, très jolis. Minéralité, mais surtout ce côté médicinal qui a tant fait la popularité de Laphroaig, hein, comme aussi à alimenter ses détracteurs. Hein. Rappelez-vous, pour ceux qui le connaissent, l'argument c'était love it or hate it, aimez-le ou détestez-le, il n'y a pas de compromis. C'est un whisky sans compromis. D'ailleurs, ce côté médicinal, c'est ce qui vaudra aussi sa popularité aux États-Unis à une période où le whisky n'avait pas bonne presse, puisqu'on est en pleine prohibition. Il faut savoir que Ian Hunter, le propriétaire de l'époque, avait très bien creusé le filon et dans les années 20, donc on est en pleine prohibition américaine, Laphroaig était le whisky qui passait sans problème les douanes parce que ce côté médicinal, eh bien, pour les autorités américaines, c'était évidemment pas un whisky de consommation courante, c'était un whisky pour le côté médicinal et il était vendu en tant que tel. À tel point d'ailleurs que paradoxalement, alors que beaucoup de distilleries ont fermé faute de clientèle, eh bien Ian Hunter, lui, a dû multiplier par 2 la production de la distillerie pour subvenir notamment à cette demande. Ce voyage aux États-Unis, il en a fait plusieurs, a été aussi très bénéfique pour la distillerie puisque il a découvert qu'en fait les fûts de Bourbon étaient les fûts les plus adaptés pour le vieillissement et pour l'épanouissement de Laphroaig. D'ailleurs, en cela, faisant de la distillerie le pionnier dans l'utilisation des fûts de Bourbon. Hein. Ça s'est généralisé après en Écosse, mais il faudra attendre pour cela l'après-guerre. Et là, on est pourtant dès les années 1920. Voilà pour le mythe Laphroaig. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, des légendes, oui, il y en aura toujours hein, sur Islay. Alors, il y en a une, alors, pour ceux qui connaissent l'île, Laphroaig donc se trouve sur le sud-est. On est sur une enfilade de 3 distilleries, Laphroaig, Lagavulin et Ardbeg. Et bien, entre, alors non pas les distilleries, mais les deux localités, de Laphroaig et Lagavulin, il y a un pont. Et en fait, il y a de cela plusieurs années, là encore, comme toutes les légendes, on ne donne pas de date précise, eh bien un fêtard qui rentrait tard la nuit et qui avait peut-être un peu trop abusé de son breuvage préféré, de son whisky, eh bien tombe de ce pont dans le cours d'eau et se noie. Aujourd'hui encore, et ça c'est pas une légende, les locaux ne vont pas emprunter le pont à la tombée de la nuit. Alors, en parlant de chute, et là aussi quelque chose qui est bel et bien réel, eh bien, il faut savoir que Donald Johnson, l'un des fondateurs de la distillerie, alors d'ailleurs on le retrouve sur l'étiquette, hein, on peut lire Distilled and Bottled in Scotland by D. Johnston. Alors le D ne se réfère pas à Donald Johnson du XVIIIe siècle, mais à son fils de Gaulle. Mais à Donald Johnson, en fait, qui est un monsieur qui n'a pas vraiment joué de chance dans sa vie, eh bien, lors d'une de ses balades, si je puis dire, au sein de la distillerie, tombe dans une cuve
qui contenait le pot ale. Alors le pot ale, en fait, c'est quoi? C'est le résidu de la première distillation. C'est ce qu'on va utiliser ensuite, transformer pour nourriture bestiaux. Sauf que ce pot ale est très très chaud au début et très brûlant. Et le pauvre Johnston, eh bien, en fait, après deux jours d'agonie assez terrible, en est décédé. Bon, désolé de conclure sur cette partie morbide, mais après tout, beaucoup de gens vont considérer le whisky comme une eau de vie, et ici, il s'agit bien d'eau de vie dont il s'agit, et d'eau de vie de qualité. Slange.